Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le lundi 23 novembre 2020 et 20 jours après le jour de l'élection, Donald Trump n'a toujours pas accepté sa défaite. Bienvenue dans À l'air libre. Ah oui, c'est un gimmick. Au sommaire de cette émission, la loi sécurité globale, encore et toujours à l'air libre, était dans la manifestation samedi à Paris. Reportage de Mathieu Magnodex et Youmni Kezouf. Et on en parle aussi de cette loi et de bien d'autres de la majorité avec la députée Émilie Cariou qui était, mais n'est plus, dans la majorité d'Emmanuel Macron. L'opinion publique en Inde secouée par une affaire de viol contre une jeune fille d'une classe défavorisée. Côme Bastin sur place raconte comment les politiques et la justice tentent de sauver les intérêts d'une classe dominante. Bienvenue dans À l'air libre, épisode 32, saison 2. Mais avant de développer ces titres, c'est l'image du jour et elle est historique, celle d'un ancien président de la République qui franchit les portes d'un tribunal pour y être jugé pour corruption. Image fugace, bien à distance des journalistes, ce qui est inhabituel, de Nicolas Sarkozy, qui avait promis de nous débarrasser de la racaille et qui est donc le premier ancien président à être jugé pour corruption en France. La corruption est punie de 10 ans de prison et d'1 million d'euros d'amende. Il est jugé dans l'affaire Bismuth, une affaire à la fois drôle et terrible pour la démocratie. Pour rappel, Paul Bismuth, c'est le nom de la ligne secrète ouverte par Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog pour discuter à l'abri d'écoute des juges d'une autre procédure qui concernait Nicolas Sarkozy, l'affaire Bettencourt, sur laquelle il se renseignait grâce à un magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert, à qui il était promis un poste au Soleil en échange d'infos. Ça, c'est la partie terrible pour la démocratie. Et il y a d'ailleurs une écoute accablante dans ce dossier, c'est celle du 3 mars 2014 à 17h21. Vous saurez pourquoi elle est accablante en lisant Mediapart. Et en lisant Mediapart, vous saurez aussi comment les policiers ont trouvé la fameuse ligne secrète. Ça s'est passé lors d'une perquisition chez son avocat Thierry Herzog. Et ça, c'est la partie drôle. Les policiers demandent alors à Thierry Herzog s'il a plusieurs téléphones. Il dit que non. Sauf que quand les policiers composent le numéro de la ligne Bismuth, un peignoir accroché dans la salle de bain se met à sonner. Je vous avais dit, drôle et terrible à la fois. Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog, tous deux renvoyés en correctionnel, entre autres pour corruption, tout comme le magistrat Gilbert Azibert. Bien sûr, tous les trois sont présumés innocents. J'ajoute que Gilbert Azibert a demandé le report du procès pour raison médicale. Le tribunal a ordonné une expertise. Il statuera jeudi. D'ici là, le procès est ajourné. Et c'est Michel Deléan qui suit tout ça pour Mediapart. À lire aussi dans le journal. Les nouvelles informations d'Antoine Rouget sur le syndicat Avenir lycéen. Antoine démontre que Jean-Michel Blanquer a bien entretenu des relations politiques avec ce syndicat pro-gouvernement. Contrairement à ce qu'il affirme pour se défendre, il y a notamment une réunion dans son bureau une dizaine de jours avant la création du syndicat. On en parlera d'ailleurs en détail avec Antoine dans l'émission demain sur ce plateau. À lire aussi cette enquête sur des producteurs de porno dans le viseur de la justice pour des faits très graves. Robin D'Angelo révèle le contenu des réquisitions du parquet contre 2 producteurs français et 2 collaborateurs mis en examen pour viol, proxénétisme aggravé et traite d'êtres humains aggravés. Dans leur ombre, les leaders du secteur, Dorcel et Jackie et Michel. Enfin, dans le club de Mediapart, l'anthropologue Emmanuel Terret revient sur la fonction de caricaturiste, une fonction sacralisée selon lui, transformée en héroïne de la liberté d'expression et placée au-dessus de toute contestation et de toute critique. Il y a manifestement abus lorsque, sous prétexte d'exalter la liberté d'expression, la caricature devient une entreprise publique imposée à tous, écrit Emmanuel Terret. À méditer, tout de suite, notre invité. Notre invité qui s'installe, bienvenue Émilie Cariou. Bonjour, vous êtes députée de la Meuse, vous étiez dans la majorité, puis vous l'avez quitté pour monter le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité il y a environ 6 mois, mais ce groupe n'existe déjà plus, donc vous êtes ce qu'on appelle une députée non inscrite. Je vous présente Mathieu Magnodex, donc de Mediapart. Mathieu, toi tu as suivi la manifestation contre la loi sécurité globale, on va y revenir, mais d'abord une question simple, Émilie Cariou, faut-il retirer ce projet de loi porté par le gouvernement? En tous les cas, dans ce projet de loi, il y a plusieurs dispositifs qui vont poser de gros problèmes constitutionnels. Donc moi, je pense qu'il ne va pas vivre jusqu'au bout de cette manière-là. Là, le problème, c'est que tous les amendements qui ont été proposés pour essayer de le recadrer un peu ont été rejetés. Bon, évidemment, nous avions pour beaucoup des amendements de suppression.
notamment tous les groupes de gauche. Tout ce qu'on a essayé de tenter de faire pour cadrer un peu juridiquement, pour que ça passe au moins le cadre constitutionnel, a été rejeté. Donc, soit le Sénat le corrige, soit de toutes les manières, c'est le Conseil constitutionnel qui le sanctionnera. Mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'on retire ce projet de loi ou pas? On peut le retirer parce que je pense que... Non, mais si on peut ou on ne peut pas, mais vous si diriez, est-ce qu'on le retire? Dans ce projet de loi, il y a d'autres dispositifs qui encadrent les polices municipales. Tout n'est pas acheté, mais c'est toujours le même problème, si vous voulez. C'est que dans tous les projets de loi qu'on nous propose, il y a des choses qui sont utiles et il y a 3-4 articles qui sont très problématiques et qui, du coup, nous poussent à faire des saisines du Conseil constitutionnel. Voilà, et ça va s'accentuer, je pense, dans les mois qui viennent. On vit un moment particulier, un état d'urgence sanitaire, une offensive sécuritaire, une crise sociale aiguë, amplifiée par ces mois de Covid. Comment est-ce que vous qualifiez ce moment ? Alors, on est dans un moment, effectivement, qui est assez inquiétant, parce que la crise sanitaire fait que, en fait, tout le monde est très isolé, c'est difficile de faire de la mobilisation politique, et c'est à ce moment-là que l'exécutif en profite pour faire passer des projets de loi ou des propositions de loi en travaillant avec sa majorité, donc propositions de loi qui émanent des députés, mais qui, en fait, dont le crayon est tenu par l'exécutif, très clairement, qui n'ont rien à voir avec l'urgence sanitaire, à vrai dire. Et en profite pour faire des attaques frontales sur l'état de droit, les libertés fondamentales. Et ça, c'est extrêmement problématique. Au moment où on est dans une crise sanitaire, où tout le monde est tétanisé, où les gens ne peuvent pas aller travailler, ils ne peuvent pas se voir, ils ne peuvent pas s'organiser, les corps intermédiaires sont gelés, c'est à ce moment-là qu'on a cette dérive sur l'état de droit. C'est quoi, c'est une volonté de diversion? C'est quoi? Comment vous l'expliquez alors? En tous les cas, je pense que oui, d'un côté, il y a une espèce de diversion à vouloir polariser l'attention des Français sur les problèmes qui ne sont pas ceux du moment. Ceux du moment, c'est une crise sanitaire, une crise économique qui est en train de se décliner en une très grave crise sociale. C'est ça l'urgence aujourd'hui. C'est pas d'aller faire des articles de loi qui viennent porter atteinte aux libertés d'informer ou à la vie privée. Alors des députés, et y compris dans la majorité, là tout récemment, Nathalie Sarl, députée de la Loire, elle dit dans une interview à France Bleu, nous allons tranquillement vers un État autoritaire. Est-ce que vous êtes d'accord ? En tous les cas, on est en train de mettre les prémices. Donc pour l'instant, on a réussi quand même à contrer un certain nombre de choses par le Conseil constitutionnel. Heureusement qu'il est là, mais maintenant j'entends que la majorité veut même réformer le Conseil constitutionnel. Donc oui, moi je m'inquiète aussi. Je m'inquiète. Effectivement, là, si le projet de loi sécurité globale il passait en l'état, ce que je ne pense pas que ce soit possible, mais s'il passait en l'état, oui, c'est un premier pas vers un État autoritaire. Vous voulez dire, vous ne pensez pas qu'il soit possible qu'il passe en l'état au Conseil consti? Voilà, je pense que le Conseil consti va le retoquer. Les articles sont très largement votés par vos anciens camarades. On va voter, ils vont voter comme un seul homme, ça c'est sûr, comme ils le font toujours. Il y aura 3-4 dissidents, et de toute façon, ils ont la majorité. Donc il passera, mais en revanche, je ne vois pas... Bon, le Sénat va sûrement recadrer des choses, mais le Sénat, il est malin, parce qu'il recadre certaines choses de liberté publique, puis parfois il va beaucoup plus loin sur des infractions pénales. Je vous donne un exemple, c'est le Sénat qui nous crée une nouvelle infraction pénale sur l'occupation des universités. Dans la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, il n'y avait pas du tout ce type de thématique dans ce projet de loi. Il nous revient du Sénat avec une nouvelle infraction pénale que la majorité adopte en commission mixte paritaire. Du coup, l'Assemblée ne rediscute pas dessus. On n'a jamais vu de nouvelles infractions pénales créées en France sans que l'Assemblée nationale, qui est quand même la chambre de représentants du peuple, ne puisse avoir son mot à dire. Et voilà. Donc, si vous voulez, le Sénat, parfois, il a des bons réflexes en termes de liberté publique, mais aussi, il mène sa politique de droite. Par la fenêtre. Mais il mène sa politique de droite, si vous voulez. Alors, vous avez voté pour supprimer l'article 24. L'article 24, c'est celui qui aura pour effet de dissuader les journalistes de filmer la police à visage découvert. Bien qu'il y ait une réécriture, c'est tout de même au minimum dissuasif. Dans le journal du dimanche, Christophe Castaner a publié une tribune avec d'autres députés de la majorité en forme de déclaration d'amour, ce sont ces termes, aux journalistes, estimant qu'il y a des malentendus et des incompréhensions sur le but de cet article 24. Vous avez tweeté en parlant de double discours de la part de En Marche, c'est-à-dire... Alors, déjà, l'article 24, il crée une nouvelle infraction pénale dans le cas où on diffuse des images dans le but de nuire à quelqu'un. Le problème, c'est que cette infraction pénale elle existe déjà. On peut déjà sanctionner ça. Et je vais vous le dire, moi, je l'ai déjà utilisé pour des personnes qui m'attaquaient. D'ailleurs, c'était des gens, pas des islamos, je ne sais quoi, c'était des gens d'extrême droite et même des électeurs de Dupont-Aignan qui balançaient mon adresse privée sur les réseaux sociaux. Donc, vous aviez les ressorts juridiques. Bien sûr, et le procureur a pu appliquer le code pénal pour identifier la personne via Facebook, etc. Et les personnes ont été condamnées ?
C'est en cours. C'est en cours. Mais il y a une enquête de justice avec bien sûr, et la personne tout ce qu'il faut. Oui, tout à fait. Donc, ça existe. Alors, bien évidemment, personne parmi les parlementaires ne souhaite que les policiers soient menacés, etc., sur les réseaux sociaux. Moi, ce que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur, c'est pourquoi la loi qui existe n'est pas appliquée. Elle existe, elle peut être appliquée. Donc si, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit le défenseur des droits. Il a dit, en fait, l'infraction pénale, elle existe déjà. Donc, si on veut créer une nouvelle infraction pénale, il ne faut pas qu'elle vienne heurter les principes fondamentaux, et notamment la liberté d'expression. Et donc, moi, ce que je dénonce, c'est notamment ce qu'a dit Christophe Castaner dans l'hémicycle et avec sa tribune, de dire, nous défendons la liberté d'expression, nous défendons les journalistes. Alors, en plus, ils essayent de faire une fracture entre les journalistes et les autres citoyens qui n'auraient plus le droit, finalement, de mettre les images sur les réseaux. D'intérêt général, parce que c'est ce qui nous intéresse, d'intérêt nous tous. Hein. Voilà. Et donc, à ce moment-là, s'il veut défendre la presse, pour l'instant, il ne touche à rien. Je veux dire, pourquoi venir sur ce principe-là de la liberté d'expression et de la diffusion d'images s'il veut protéger la presse? Vous lui avez dit? Bien sûr. Ça a été d'ailleurs ma conclusion sur l'article 24. Et comment il l'a pris, Christophe Castaner? Vous lui dites? Non, vous ne parlez pas. J'en sais rien, moi, ce qu'il en pense. Alors, il y a cet article 24 qui a posé problème. Mathieu, tu t'es aussi penché sur d'autres articles, on va y venir. Une question, est-ce que vous êtes allé manifester samedi? Non, je ne suis pas allée manifester, mais j'étais allée lundi, vous voyez. Bon, alors Mathieu, toi samedi, tu étais justement à la manifestation avec Yomni Kezouf. Oui, la manifestation qui se tenait place du Trocadéro. Le parvis des droits de l'homme qui donne sur la Tour Eiffel était inaccessible, barricadé par la police venue en nombre qui a bloqué les rues adjacentes et filtré les accès avec fouille des sacs comprises, dispositif illégal, a rappelé l'avocat et membre de la Ligue des droits de l'homme, Arié Halimi, aux policiers. Vous savez maintenant que ce que vous êtes en train de faire est interdit, c'est pas une réquisition judiciaire. Vous le savez, vous vous mettez en illégalité. Vous vous mettez tous en illégalité en faisant des contrôles d'identité et des fouilles de sacs. Alors sur la place, des milliers de personnes s'étaient donné rendez-vous, y compris d'ailleurs de nombreux salariés de Mediapart, disons-le. Mot d'ordre du rassemblement, les journalistes et citoyens doivent pouvoir rendre compte de ce que fait la police. Ambiance au départ tranquille, puis vers 17h30, on a vu se déployer le scénario habituel. Malheureusement, la police s'équipe dans les rues autour de la place du Trocadéro avant la confrontation. Voilà. Puis la police a chargé et nassé les manifestants autour du palais de Chaillot. Et ces manifestants, donc, ils n'en avaient pas qu'après l'article 24 dont on a parlé. D'autres articles de la loi suscitent leur inquiétude, notamment le numéro 22 qui détermine les conditions dans lesquelles les autorités peuvent, je cite, transmettre en temps réel au poste de commandement les images obtenues, je cite encore, au moyen de caméras installées sur des aéronefs. Autrement dit, derrière ce terme un petit peu suranné, une légalisation de la surveillance aérienne par drone. En mai dernier, le Conseil d'État a rappelé le caractère illégal de ces drones et pourtant, ça n'a pas empêché la police et la gendarmerie de les utiliser pendant le confinement, mais aussi dans de nombreuses manifestations comme ici le 12 septembre à Paris, pendant un rassemblement des Gilets jaunes. Alors en première ligne contre les aéronefs de la police, les activistes de la Quadrature du Net ont déployé samedi au Trocadéro un filet à drone symbolique. On le voit parmi eux le juriste Martin Drago qui nous explique ce que la loi va permettre. Un blanc-seing qui est donné à la police, il y a des finalités hyper larges, ils peuvent filmer les lieux privés, les balcons, d'ailleurs ça a été dit au débat, pendant le débat à l'Assemblée, ils ont dit ah maintenant les lieux privés on pourra en avoir besoin, donc on va pas les protéger parce qu'on pourra en avoir besoin. Ça surveille d'en haut, ça a un zoom, ça a une capacité de captation d'images gigantesque, donc en fait on n'a plus rien à prouver, la question de nécessité ou de proportionnalité c'est totalement disparu. Et surtout, en fait, peut-être qu'en ce moment, il y en a un qui est au-dessus de nous, mais on ne le voit pas, en fait. On n'est même plus informé qu'on est filmé. Donc c'est ça qui est important, c'est que c'est un passage à l'échelle gigantesque dans la vidéosurveillance. Et nous, on parle de surveillance de masse, parce que oui, en fait, des drones qui peuvent voir de tout, de loin, avec reconnaissance faciale, si ce n'est pas la surveillance de masse, je ne vois plus trop ce que c'est. Alors, dans le schéma de la sécurité intérieure récemment révélé par Mediapart, bien, le ministre de l'Intérieur écrit noir sur blanc qu'il veut généraliser le recours aux drones, malgré donc, on le répète, l'opposition du Conseil d'État. Notamment depuis 6 mois, en fait, toutes les manifs sont surveillées par des drones et par plusieurs drones. Et surveillées par des drones, il faut voir que c'est les images de la foule captées, mais derrière ce qu'on peut faire de ces images, c'est-à-dire l'identification des manifestants. Que les images des drones, elles restent pas juste sur la télécommande du pilote, mais elles sont envoyées à un centre de commandement, le centre de commandement de la préfecture de police. Et là-dessus, sur ces images, il y a des logiciels qui peuvent tourner. Alors les logiciels exacts qui tournent, on ne les connaît pas trop.
Ce qu'on sait, c'est qu'il y a aussi de la reconnaissance faciale. Ça, c'est pas un fantasme du tout. Il y a aujourd'hui un fichier qui s'appelle le traitement des antécédents judiciaires. Il y a 18 millions de personnes qui sont dedans. Il y a 8 millions de photos qui sont dedans. Et la police, régulièrement, utilise ce fichier pour, en gros, comparer avec les gens qu'elle détecte sur la voie publique et voir si ces gens sont fichés dans le fichier et donc les identifier. On a vu que l'année dernière, en 2019, ce fichier a été utilisé pour la reconnaissance faciale plus de 375 000 fois. Ça veut dire que plus de 1000 fois par jour, la police, elle utilise ce fichier pour faire de la reconnaissance faciale sur la voie publique et pour identifier des gens. Est-ce que vous avez vu des drones? Ouais, j'en ai pas vu encore et je pense pas qu'ils en sortiront. Parce que ça serait un peu dangereux de leur part, vu qu'on sait tous que c'est illégal de faire voler des drones en ce moment pour la préfecture. Donc je pense que tout le monde les attend sur ce point-là et qu'ils n'oseront pas en sortir. En tout cas, j'espère. Peut-être un petit peu optimiste, Martin Drago. Dans le ciel de Paris, samedi, un drone a fait son apparition pile au-dessus de la manifestation, accueillie de façon plutôt véhémente, vous le voyez, par les manifestants. Alors, on a demandé, Valentine, à la préfecture de police de confirmer que ce joujou qu'on a vu était bien le sien. À l'heure où nous tournons cette émission, pas de réaction, malgré 48 heures de délai quand même, et 2 relances. Ça va, ils ont le temps, là, normalement, de répondre. Voilà, mais ils ont le temps de réagir. On est toujours preneurs. Exactement. Alors quand même, un syndicat de commissaires sur Twitter a tout de même affirmé, en réponse à justement Ariel Halimi qu'on a vu tout à l'heure, que c'était bien un drone de la police. Bon, voilà, donc apparemment, on a là un pied de nez aux manifestants. Et au Conseil d'État, ce qui et n'est au pas Conseil rien. d'État, alors même que la loi n'est pas encore votée. Et surtout, un message, manifestez. Nous, pendant ce temps, on vous regarde. Exactement. Émilie Cariou, un commentaire sur l'article 22 et les drones. Je crois que vous n'avez pas voté sur cet article. Non, j'ai pas voté sur. Enfin, donc on a perdu sur les amendements de suppression, quoi. Donc après c'était plié. Vous avez dit ça sert à rien que je vote. Voilà. contre, Après façon, non, même pour après le on a fait symbole. des amendements. On a fait des amendements pour essayer de recadrer. On avait toute une série d'amendements. Alors quand je dis nous, c'est le collectif d'écologie, démocratie, solidarité, parce qu'on continue à co-signer des amendements ensemble pour essayer de restreindre au maximum l'usage des drones. Et évidemment tout a été rejeté. Notamment on avait un amendement pour qu'on exclut très clairement la reconnaissance faciale. Parce qu'en fait, c'est pas dit dans le texte que ça peut être utilisé à ça, mais bien évidemment, les drones aujourd'hui, si vous voyez les images que prennent les drones, c'est extrêmement précis, donc ça peut aller très très loin. Et donc les rapporteurs du texte nous ont dit mais non, c'est pas fait pour ça. Donc on leur dit, si c'est pas fait pour ça, on va l'écrire dans le texte. Sauf qu'ils ont refusé d'écrire dans le texte. Après, on avait des amendements pour faire en sorte que tout l'espace privé, l'intérieur des véhicules, les cours privés, les balcons, etc., soient exclus du texte. Tout ça a été rejeté. Et avec un espèce de flou juridique énorme de la rapporteure, Alice Toureau, puisqu'on ne comprenait plus du tout si on était dans le cadre d'enquête judiciaire, ou dans le cadre d'enquête administrative, ou dans le cadre de maintien de l'ordre. C'est-à-dire que tout se mélange, puisque quand on commence à lui dire mais il faut exclure l'espace privé, ah mais non, parce qu'en fait, quand on sera dans une enquête judiciaire, on aura besoin d'aller voir chez... Mais non, mais si on est dans le cadre d'une enquête judiciaire, un juge, il peut, à ce moment-là, autoriser la chose. Il n'y a pas besoin de cette loi. Voilà, donc en fait, cet article, il s'applique à tout et n'importe quoi aujourd'hui, et sans ces garde-fous sur un des principes fondamentaux en démocratie, qui est quand même la protection de la vie privée. Et ça, c'est extrêmement grave. Sur Mediapart, des personnalités publient une tribune intitulée « Monsieur le Président, nous n'avons pas voté pour ça ». On y trouve des médecins, des philosophes, des avocats, des personnalités comme par exemple l'ancien footballeur Lilian Thuram, le cinéaste Costa Gavras, l'ancienne présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme Christine Lazerge, le député Cédric Villani, désormais lui aussi hors de la majorité, des personnalités de sensibilités différentes qui écrivent « Si vous n'empêchez pas cette perdition, vous porterez la terrible responsabilité historique d'avoir fait la courte échelle aux idéologies mortifères contre lesquelles vous avez été élus. » Alors cette tribune, par ailleurs très masculine, 25 signataires hommes pour 8 femmes, de quoi faire frémir notre gender éditrice. Bref, quoi qu'il en soit, est-ce que vous partagez leur amertume à ces gens qui ont au premier ou au second tour rallié Emmanuel Macron ? Oui, je partage même leur amertume très fortement. Parce que si vous voulez, le candidat Emmanuel Macron est quand même venu avec un programme qui était certes libéral sur un plan économique, mais aussi très libéral sur le plan social, sociétal, très progressiste, un discours anti-discrimination. Et en fait, on se retrouve là où on ne s'y attendait pas finalement, avec une atteinte sans précédent sur les libertés publiques, sur l'état de droit, sur les sujets immigration, etc. On a eu aussi plusieurs attaques. Et en fait, ce virage sécuritaire qui a commencé au moment des Gilets jaunes et puis avec la loi sécurité, déjà à l'époque,
la loi anti-casseurs, pardon, c'est vrai que personne ne l'attendait d'Emmanuel Macron, en fait. Si vous voulez. Alors évidemment, il y a ceux qui disent mais si, parce qu'une politique libérale, ça mène forcément à l'autoritarisme, etc. Mais je suis désolée, c'est pas du tout ce qui était dans le programme d'Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'on ne comprend pas comment on est passé de Macron 2016, les Lumières contre l'obscurantisme, à Macron 2020, où c'est quasiment le tout sécuritaire. C'est le tout sécuritaire. Alors moi, je ne peux pas vous dire comment raisonne le président de la République aujourd'hui. Moi, ce que je sais, c'est que dans un état de droit, dans une société, il faut créer du consensus, il faut créer de la cohésion, il faut faire en sorte que les gens puissent vivre ensemble. Or, tout ce qui se passe là, notamment, moi j'ai vu un virage très fort depuis la réforme des retraites. Et je vous l'avais dit déjà, au moment où je suis partie du groupe, parce que pour moi c'est là que tout a basculé, où finalement on a des projets de loi qui sont pas chiffrés, pas discutés, pas discutables, qui passent sans aucun amendement avec un 49.3. Et après on a eu une litanie de textes, avec comme ça des articles très agressifs, des lois de fin d'état d'urgence qui sont en fait des lois de prorogation d'état d'urgence, donc des lois qui ne disent pas son nom, leur nom. Et donc, le problème, c'est que, si vous voulez, quand vous créez beaucoup d'insécurité sociale avec justement cette réforme des retraites qui finalement s'attaquait à des statuts sans l'avoir dit et qui précarisait beaucoup de monde, la réforme du chômage qui devrait être là à journée, puisqu'elle avait peut-être un sens, évidemment, beaucoup me diront mais non, elle n'avait déjà pas de sens, mais bon, moi je considère que dans un moment de croissance économique, elle peut avoir son sens, mais pas dans un moment où tout le monde se retrouve au chômage. Toutes ces réformes, je vous donne un autre exemple, dans une des lois d'urgence, l'exécutif a de nouveau assoupli le contrat à durée déterminée. Donc tout ça, ça précarise les gens. Tout ça, ça crée de l'insécurité sociale. Et la manière de répondre à cette insécurité, qui est cette angoisse de la population, c'est un virage sécuritaire. Et ça, c'est inadmissible. Et je vais vous dire, ça ne tiendra pas longtemps. Parce que ça, on ne peut pas tenir une société avec la police. Qu'est-ce que vous voulez dire, ça ne tiendra pas longtemps? Parce qu'en fait, les sociétés qui font ça, qui ne créent pas le consensus social, ça s'appelle des dictatures. On n'est pas en dictature. Dans une dictature, vous avez peut-être un tiers de la population qui surveille les 2 autres tiers de la population. C'est ça, un régime dictatorial. Ça ne repose pas que sur la police ou l'armée, mais sur tout un réseau de surveillance généralisée de la population. On n'y est pas du tout. C'est pas ça la société française. Donc ça veut dire qu'on ne tiendra pas la paix sociale uniquement avec des lois sécuritaires. Donc il y a urgence à apaiser le pays, il y a urgence à créer du consensus, à créer de la concertation. C'est-à-dire que ce n'est pas des projets de loi qui nous tombent dessus sans discussion. Je vous donne un exemple vraiment incroyable. Cette loi de programmation de la recherche. Donc au Sénat, il y a eu un article sur la pénalisation de l'occupation des facultés. Bon, franchement, c'est arrivé comme ça, sans crier gare. Mais il y a eu aussi un article de loi qui a porté atteinte au Conseil national des universités, qui en fait est chargé de la qualification des professeurs d'université et qui examine des dizaines, voire des centaines de thèses tous les ans, etc. Mais les professeurs des sciences juridiques, économiques, etc., ils ont pris ça comme ça. Personne ne les avait interrogés ni consultés. Le CNU n'a pas été consulté. Et donc même ces gens qui sont quand même extrêmement... comment dire, c'est pas des révolutionnaires, quoi. Hein, je veux dire, c'est des gens, qui m'ont contacté. La plupart n'avaient jamais fait grève de leur vie, même dans leurs universités, quoi. Hein, profs de droit, profs de sciences éco. Là, ils ont trouvé ça, mais complètement injuste, incompréhensible. Ils étaient remontés. Et du coup, ils se sont mis à avoir une colère, comme la colère des Gilets jaunes au moment de la taxe carburant. Cette absence de concertation, elle crée de la colère dans le pays. Et moi, ce que je sais, c'est que la colère, on ne la maintient pas avec la police. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que c'est la tentation d'Emmanuel Macron de faire ça? Je n'en sais rien, quelle est sa tentation. Moi, je trouve que les lois sécuritaires ne sont pas la priorité du moment. La sécurité du moment, je vais vous la dire, c'est l'urgence sociale. C'est ça la priorité. La priorité du moment, c'est l'explosion de la pauvreté dans le pays. C'est là du chômage partiel qui va se transformer en chômage définitif. C'est un plan de relance, moi je travaille beaucoup là-dessus parce que je suis à la commission des finances, c'est un plan de relance qui est trop ciblé aujourd'hui sur les grandes entreprises. Pourquoi vous avez une fronde des commerçants? Et moi je les comprends, il n'y a aucune mesure de soutien aux commerçants dans le plan de relance. Donc en fait, jusqu'à présent, ils n'avaient accès qu'aux prêts garantis d'État. Une fois que vous avez fait un prêt, vous ne pouvez pas en faire un deuxième. Il n'y a pas rien, ce n'est juste pas suffisant selon vous. Mais non, mais ce que je veux dire, vous ne remplacez pas du chiffre d'affaires avec des prêts. Les prêts, il faut les rembourser. Donc pour moi, c'est rien. C'est-à-dire qu'en fait, les 20 milliards de baisse d'impôts qui sont dans le plan de relance, c'est un impôt que ne payent pas les TPE, que ne payent pas les commerçants, puisqu'ils en sont exonérés. Donc c'est une aide aux grandes entreprises. Donc vous voyez, tout ça, ça crée un climat où vous insécurisez là les TPE. Voilà. Et donc tout ça va dans un sens où la colère monte. Mais la colère, on ne la contient pas. On ne la contient pas avec la police, on la contient avec des vraies mesures sociales. Déjà, faire une politique de l'offre, c'est bien, mais il faut faire aussi de la demande.
Le gouvernement refuse de le faire. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer au déconfinement, mais quand je vois que, par exemple, le gouvernement a refusé tous les amendements qui visaient à donner un revenu aux étudiants non boursiers, qui n'ont rien, qui ne peuvent même pas aller bosser en ce moment, ils ont refusé ça. Quelle est cette vision de la société qu'ils défendent aujourd'hui? Moi, je ne la comprends plus. C'est celle d'Emmanuel Macron. Merci, Émilie Cariou. Vous êtes députée de la Meuse non inscrite, ex-En Marche. Bon courage pour la suite des débats parlementaires, alors, c'est ça qu'on peut vous souhaiter? Oui, bon courage, parce qu'il faut de la ténacité. Et vous semblez ne pas en manquer. Merci d'être passé sur le plateau d'Air Libre. On part en Inde. Bonjour Combastin, ou plutôt bonsoir, il est autour de minuit pour toi. Tu es notre journaliste à Bangalore et tu signes dans Mediapart une enquête sur les violences contre les femmes de basse caste en Inde. Ton enquête part du viol d'une intouchable et ce viol enflamme toute l'Inde depuis début octobre. Oui, malheureusement, ça pourrait être un fait divers en Inde, puisqu'un viol a lieu toutes les 16 minutes. Mais l'affaire est tellement sordide, tellement révélatrice de la violence structurelle que subissent les personnes de basse caste qu'elle a réveillé l'opinion publique et que les manifestations se multiplient. Imaginez Manisha Valmiki, une jeune intouchable de 19 ans, est violée par 4 hommes de caste supérieure dans l'Uttar Pradesh. 2 jours plus tard, elle décède et la police locale brûle son corps sans le consentement de la famille. Et soudain, la même police déclare qu'il n'y a pas eu de viol, mais une simple dispute, car l'autopsie n'a pas révélé de sperme, des faits qui sont forcément difficiles à vérifier en l'absence du corps qui a été incinéré à la hâte. Et il y a pire, parce que si les auteurs ont été arrêtés, le gouvernement de l'Uttar Pradesh, qui est dirigé par un extrémiste hindou, a ouvert sa propre enquête contre la famille. Selon lui, la famille ment et c'est un complot. En bref, tout donne l'impression qu'il s'agit de protéger les hautes castes plutôt que de rendre justice à l'intouchable, comme par exemple sur la vidéo qu'on va voir, qui est devenue virale, où on entend un magistrat local qui fait pression sur la famille. आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार-बार बयान बदलना नहीं बदलना है। Et aujourd'hui, où en est-on? Alors, la famille n'a pas changé son témoignage et heureusement, une enquête nationale a été ouverte. Mais là où le magistrat a tristement raison, c'est que l'attention médiatique retombe. J'ai parlé à plusieurs activistes, notamment Kiruba Munuzani, qui est avocate à la Cour suprême. Elle est issue d'un bidonville. Elle est la première intouchable à avoir été autorisée à pratiquer auprès de la plus haute institution du pays. Et elle raconte à quel point faire valoir ses droits est un parcours du combattant pour les basses castes. When it comes to women, I want to make clear that we Dalit women never come under the category of women at all. The Indian nation or the feminist movement, they never consider Dalit women to be women at all. Et pourquoi ces difficultés, eh bien, la loi ne les protège pas? Théoriquement, si, les citoyens indiens sont tous égaux aux yeux de la loi, mais comme dans cette affaire, les intouchables souvent dépendent des castes supérieures dans les villages et ils sont dissuadés de témoigner. Ils travaillent sur leur terre, ils sont à la merci de leurs menaces, notamment celles des chefs de village. Et la famille de Manisha Valmiki affirme d'ailleurs vouloir aujourd'hui déménager car elle ne se sent toujours pas en sécurité. Tout ça, ça entretient un sentiment d'impunité pour les criminels. Peu après l'affaire, le Bureau national du crime a d'ailleurs publié ses statistiques pour 2019. Les agressions sexuelles contre les femmes ont augmenté de 7% et sur les Dalits, les intouchables, la hausse est de 11%. Merci Combastin, on te lit dans Mediapart, tu es à Bangalore. À bientôt et bonne nuit. À l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, vous avez rendez-vous avec Mathieu Magnodec. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, mais à l'air libre, c'est en accès libre sur Mediapart et sur nos réseaux sociaux, mais pas le reste du journal qui ne vit que grâce à ses abonnés. Donc, si vous le pouvez, abonnez-vous. Merci, bonne soirée, salut.